Alors, bonjour, rebonjour Séverine Chazali. On a déjà fait une partie 1 qui a eu pas mal de succès, donc autour du trouble du spectre de l'autisme, où on a un peu posé les jalons pour essayer de circonscrire un peu ce que signifie l'autisme. Mais justement, ce que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas qui m'a interpellée et que je trouvais très original par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant dans notre échange, est la façon que tu as eu de décloisonner les choses. C'est-à-dire, euh, on a besoin de faire poser des diagnostics, de mettre des concepts, d'avoir des cases pour bien comprendre les choses, mais dans la réalité, l'autisme est évolutif chez une personne. Il y a des personnes qui peuvent avoir des traits autistes, des traits TDAH, des conséquences de trauma, tout peut se mélanger et c'est difficile parfois ou parfois même impossible de faire des séparations. Donc toute cette conception-là, j'ai trouvé extrêmement intéressante. Est-ce que tu as envie de réagir par rapport à notre dernier échange, si tu as eu des échos ou euh, Alors moi j'ai eu ton retour des commentaires reçus oui. et j'ai trouvé intéressant. Mais un commentaire qui m'a vraiment touchée, c'est le commentaire sur le le lien que les personnes avec TSA ont avec les psychiatres et surtout les psychanalystes évidemment, mais les psychiatres en général, je pense aussi. Et c'est vrai que ça m'a touchée parce que ça m'a fait repenser à tout le mal que les psychiatres ont fait à ces personnes en faisant le déni de leur neurodivergence, hein, et en leur demandant, en étant un peu normalisant, en leur demandant de faire des efforts ou en essayant de trouver où étaient les traumatismes pour réparer, Mm. pour les remettre dans la norme comme s'ils devaient être neurotypiques. Euh, et surtout avec les parents d'enfants autistes, etc. Donc, euh, donc oui, ça m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'il y a deux choses à dire par rapport à ça. D'abord, c'est ben pardon, quoi, présenter nos excuses, que les psychiatres puissent vraiment présenter leurs excuses à toutes les personnes qui ont été blessées depuis des décennies à cause de ça. Et puis, deuxièmement, la deuxième chose à dire, c'est que ben, les psychiatres sont pas tous comme ça quand même. Que, que voilà, c'est vrai que les diagnostics sont entrés dans les classifications dans les années 90, hein, enfin 90. Euh, donc, ça fait pas très longtemps. Il y a pas eu beaucoup de formation. Donc, c'est des problèmes aussi de connaissances et de formation. Et c'est pas pour excuser, hein, mais c'est pour expliquer aussi que qu'il y a vraiment la formation a vraiment doit vraiment être améliorée, mais qu'il y a aussi quand même beaucoup de psychiatres et euh, peut-être moins de psychanalystes, mais en tout cas des psychiatres ou des gens qui ont été formés à la psychanalyse, mais qui s'en sont un peu distancés, qui s'intéressent beaucoup à ces sujets, qui connaissent très bien, qui peuvent suivre et apporter beaucoup de choses positives aussi à ces personnes. Ouais. Parce que comme je disais la dernière fois, ce serait dommage de, que certaines personnes qui ont vécu des traumatismes n'aient pas accès aux soins qui pourraient les aider par rapport à ces traumatismes. Oui, 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 juste, c'est vrai. Oui, moi, j'avais été assez émue du commentaire de Muriel, je dis juste son prénom, qui justement parlait de cette fameuse norme. Et là, pour moi, ça reste un peu un questionnement, mais je pense qu'il n'y a pas forcément une réponse, et c'est pour ça que ça reste un questionnement. C'est-à-dire que, en même temps, il ne faut pas demander aux autistes de rentrer totalement dans la norme parce que ce serait de la maltraitance, puisque ça voudrait dire se quitter eux-mêmes et se forcer à devenir qui ils ne sont pas. Donc, c'est pas souhaitable. Et en même temps, la norme existe, c'est-à-dire que la norme, c'est la majorité et le monde fonctionne selon la majorité. Donc, c'est bon aussi d'aider les personnes autistes à acquérir des techniques d'adaptation pour pouvoir être inclus, pour pouvoir se sentir bien dans un groupe où ils ont envie de se sentir bien, et pour, oui, apprendre des codes sociaux qui leur
même si c'est pas vraiment eux-mêmes, juste les appliquer pour pouvoir entrer en interaction au niveau de leur travail, pour pouvoir mener leur métier qu'ils aiment beaucoup. Enfin, ça peut être très positif de tendre vers la norme. Et ça, c'est pas forcément changer qui on est. Ça, Oui, c'est, oui. oui. Hmm. Mais il y a peut-être ces deux choses différentes, justement. On peut arriver à s'intégrer et avoir sa place dans une société tout en étant très différent. Mhm. Et c'est peut-être ça la nuance, hein. Et sans oublier aussi qu'avec le TSA, il y a quand même aussi des tas de qualités. C'est ça, on ne dit pas assez, c'est-à-dire on parle beaucoup des handicaps, on met beaucoup le projecteur là-dessus, mais c'est vrai que c'est ce qui fait souffrir les gens et puis c'est normal de s'en préoccuper. C'est ce qui- mais on ne parle pas du fait que notre société, elle a aussi des, euh, elle va pas bien, elle a beaucoup de problèmes et que les gens avec TSA sont peut-être ceux qui le relèvent aussi le mieux, mais ils ont aussi beaucoup de qualités et beaucoup de choses à apporter à la société de par leurs différences. Mais ça, c'est pas assez mis en valeur, je trouve. Oui, Et puis bon, il y a aussi le commentaire sur le TSA, c'est-à-dire que le fait que chaque personne avec TSA est différente. Et c'est vrai que on parle du TSA en général, mais moi je parle surtout du TSA euh, un peu plus invisible parce qu'évidemment que les personnes avec un TSA non verbal qui sont très, où c'est extrêmement visible ben, j'en parle moins parce que là, c'est évident et tout le monde est d'accord qu'il y a un TSA. Donc, voilà. oui, oui. On pourrait. Attends, j'ai tout, tout en même temps qui vient dans ma tête parce que quand tu parlais de handicap, justement, ça c'est aussi une question qui revient très très souvent. C'est-à-dire qu'il y a cette mouvance de la neurodiversité qui est Mm. très intéressante, mais qui est décriée par les autistes eux-mêmes parfois, parce qu'ils disent, eh oh, vous n'allez pas nous enlever nos droits qu'on a enfin acquis parce qu'on est reconnu comme ayant un handicap. Alors, Mm. la question du handicap est très subtile en fait, parce que je trouve que en même temps, il faudrait, comme dit quelqu'un comme Mathieu Giroux, démystifier l'autisme et arrêter de stéréotyper, euh, comme quoi ce sont des gens complètement barjots, comme dirait Luc Ferry en parlant de Elon Musk. Donc, ce sont des gens inatteignables, inaccessibles et complètement en dehors de la société. C'est parfois des gens quand même à peu près beaucoup plus normaux qu'on ne le pense. Et en même temps, il y a un handicap. C'est-à-dire que, ce que j'aime beaucoup l'expression des Américains ou des Anglais qui utilisent l'expression special need people. C'est-à-dire, handicap est connoté très négativement chez nous. Et en fait, special needs, c'est ça, c'est que on a des besoins spéciaux et si on n'arrive pas à trouver des moyens pour qu'ils soient remplis, ça peut être désastreux, ça peut conduire à des surcharges, à des burn-out, enfin jusqu'au suicide, comme on sait. Donc, nos besoins spécifiques à nous ont besoin d'être rejoints et d'être entendus, d'être compris et sans non plus faire de nous des gens complètement fous. Voilà, en gros. Je ne sais pas si je Mm. m'exprime bien. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est très relatif hein, comme notion, la notion de handicap, parce que ça dépend complètement de l'environnement dans lequel on est. Euh, si on est dans si on a une hypersensibilité auditive et puis qu'on est dans un environnement tout calme, silencieux, on peut aller très très bien. Et Oui, puis, s'il y a du bruit, on peut se sentir par rapport aux autres handicapés parce qu'on ne supporte pas le bruit et on n'arrive pas à travailler dans cet endroit-là. Donc, ça, c'est un petit exemple pour dire que c'est très, très relatif. oui. Et moi, je dirais qu'il y a trois domaines qui font parler de handicap. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Le premier, c'est le handicap par rapport au regard de l'autre, qui te voit comme quelqu'un de différent. Le deuxième, c'est par rapport à l'environnement. Tu n'arrives pas à faire ça parce que l'environnement, voilà, je sais plus qui disait s'il y avait une bibliothèque de livres écrits en braille, les aveugles seraient pas handicapés, mais les autres, oui.
Donc ça dépend, Oui, comme tu dis, de l'environnement. Et la troisième chose, c'est ce qui est interne à soi, quand même. Par oui, exemple, oui. j'imagine, la dysrégulation émotionnelle. Ça peut être quand même quelque chose, quel que soit l'environnement. Tu me diras que les émotions, elles viennent en fonction de ce qui se passe autour, mais on n'est pas seul dans sa chambre toute sa vie. On est des êtres grégaires de relations. Et donc, par exemple, la très grande difficulté à gérer ses émotions, c'est un handicap interne qui ne dépend pas vraiment que de l'environnement. Donc, il y a un Mm. peu ces trois domaines. Mm. Et l'intensité émotionnelle, Mm. c'est pas seulement la difficulté à les réguler, à y être connecté, à les reconnaître, mais aussi des fois elles sont tellement intenses que même des émotions positives peuvent devenir douloureuses, hein. Ouais. Mm. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a quand les gens disent oui, bon, tu vas pas prendre ton autisme comme excuse, on est tous un peu autistes, ils ne peuvent pas être dans notre tête, ils ne peuvent pas se rendre compte de l'intensité, de ce que Mm. quand quelque chose est désagréable pour quelqu'un, ça peut être une agression pour une personne autiste et tout ça. Donc ça, Mm. ils peuvent pas s'en rendre compte. Et on est tout le temps entre deux, entre les gens qui disent ouais bon, on est tous un peu autistes, te plains pas, et puis les gens qui disent ah mais les personnes autistes, on les rejette parce que de toute façon, Elles sont pas capables de travailler, d'apporter quelque chose à la oui, société. c'est Oui. compliqué de trouver le Mhm. juste milieu. Ouais. Ouais, ouais. Alors, tu avais donc déjà commencé à parler un peu du spectre tout à l'heure, c'est-à-dire, tu as dit qu'il y a plusieurs types d'autisme. Parce que ce serait très simple, on a toujours envie de simplifier, justement, et ce serait très simple de dire que c'est comme ça et qu'il y a les autistes très autistes et les autistes pas très autistes, alors qu'il y a des autistes avec des déficiences intellectuelles, par exemple, mais qui sont beaucoup plus autonomes que des autistes sans déficience intellectuelle, mais qui ont des traits des autres choses qui font qu'ils sont pas autonomes. Enfin, c'est pas comme ça, quoi. C'est vraiment une boule, en fait. Je sais pas. Mais explique. Voilà, alors la question maintenant c'est, est-ce que vous voulez enfin, est-ce que tu veux que je te réponde par rapport au DSM-5, c'est-à-dire la dernière classification qui a été mise à jour avec les critères, etc. Ou est-ce que tu veux ma vision ou est-ce que tu veux les deux? Je vais commencer par une troisième. Oui? Et après, tu donneras les deux. D'accord. Donc, on va donner plusieurs visions parce que j'ai trouvé c'est Mathieu Géroux de nouveau qui m'avait envoyé ce lien avec le Wikipédia, je pense, du Canada, où le TSA est considéré, donc c'est plus écrit trouble bon, du coup c'est autisme, c'est plus trouble, c'est condition neurodéveloppementale caractérisée par une atypie, donc là c'est question de atypie et pas de déficience, dans les interactions sociales, la communication, les centres d'intérêt, le comportement et les fonctions sensorielles. Donc, c'est très différent du DSM et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette définition qui, qui montre qu'est-ce qui est commun à tous les autistes, puisque maintenant on va parler de spectre. Néanmoins, quand on dit atypie, on ne dit pas encore ce que c'est l'atypie. Mm. Ça dit rien, tu vois, c'est ça qui m'ennuie, c'est que, ok, t'es différent dans les interactions sociales, la communication, les centres d'intérêt, le comportement, les fonctions sensorielles, mais comment c'est différent? Qu'est-ce qui, comment, quel est le câblage neuronal spécifique qui fait que c'est différent? Et probablement qu'il n'y a pas une réponse, évidemment. Non, parce que oui, j'aime aussi beaucoup cette définition que je connaissais pas. Merci pour Je vais mettre l'information. dans Oui, le lien dans le descriptif. volontiers. Euh, Ce qu'il y a, c'est que c'est- l'atypie, parce que atypie, moi j'aime bien ce terme parce que euh, ça veut vraiment dire que c'est pas comme la majorité, mais c'est ni péjoratif ni euh, idéalisé non plus. C'est pas dans la norme. Il y a des gens qui aiment l'originalité et l'atypie et d'autres gens qui l'aiment pas et qui préfèrent, qui aiment pas les différences, qui aiment bien être dans la norme. Donc ça me va très bien Oui, c'est même mieux comme que terme. différent, je trouve, parce que cette personne, elle est différente. Il y a encore quelque chose d'un peu péjoratif, alors que atypique, ah, Mhm. Oui, et puis différent, on ne sait pas par rapport à quoi. Tandis que atypique, on voit bien que c'est par rapport à une norme c'est vrai. typique
neurotypique, c'est légèrement péjoratif quand même, par exemple. Hein, Bah, il mérite un petit ben oui. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup la description du syndrome neurotypique qu'on trouve sur Internet. Ah Je le oui. trouve magnifique. C'est un trouble, c'est un trouble neurologique dont sont atteints au moins 95% de la population. Eh ben, Donc, on mettra ça aussi dans le lien, parce que je le connais pas, moi. oui, oui, et c'est tellement drôle et c'est tellement vrai, et ça montre tellement combien les neurotypiques sont handicapés par leur neurotypie. Vraiment. Genre, C'est ils ont un vraiment. trouble obsessionnel compulsif pour les codes sociaux et les convenances et tout ça. Oui, 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 et puis, oui, c'est ça. Ils ont un intérêt restreint pour tout ce qui est social et ils voient pas les détails, ils s'intéressent aux interactions, et puis ils ont des paroles et des gestes stéréotypés. Salut, ça va, sans penser vraiment à ce qu'ils disent. Ouais. Ils s'intéressent qu'aux apparences, enfin, etc. Ils sont capables de mentir, enfin, Manipuler, il y ouais. a des autistes qui sont capables de mentir aussi, mais bon, les neurotypiques sont beaucoup plus doués Ouais. que les autistes souvent. Mais là, Donc, justement, quand tu dis intérêt pour les choses sociales, là, ça montre un peu, ça entre plus dans le concret de ce qu'est la différence ou l'atypie. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui m'avait répondu dans un commentaire aussi, c'est un cerveau plus manuel et perceptif et pas automatique et social. Alors, c'est très large, mais ça veut dire manuel parce c'est comme s'il fallait tout réapprendre à chaque fois. Les apprentissages sont pas automatiques et perceptifs parce qu'ils perçoivent, ils sont plus dans la perception des détails, la compréhension de comment ça fonctionne et tout ça, alors que les neurotypiques sont dans un intérêt sur le social le plus grand. Et je trouve ça mhm. très large, mais quand même assez explicite. Oui, 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 tout à fait. Donc ça, c'est pour parler des différences, etc. Mais de nouveau, il faut pas oublier que beaucoup de personnes autistes souffrent beaucoup déjà de la difficulté à trier toutes les informations qui viennent du monde extérieur, à mettre de l'ordre, à voilà, organiser tout ça dans leur tête et pas être en surcharge et tous ces phénomènes de surcharge et de difficultés de discrimination. Hein, Inhibition. Alors, c'est des gens qui, justement, font pas de discrimination, qui sont hyper tolérants souvent, etc. Mais ils font pas non plus de discrimination de tout ce qui est à trier du monde extérieur. Et donc, ça complique quand même beaucoup. Parfois, il y a ce que tu parlais de cette hyperconnexion aussi. Donc, c'est source de souffrance quand même, ça. C'est pas hyper efficace, disons. Ça dépend à quel moment, pour des intérêts restreints, ça peut être génial, Ouais. mais voilà, c'est quand même Un handicap handicapant aussi parfois. interne, du coup. Ouais. Oui, oui, Mais là, quand même, quand tu dis ça, justement, ça donne un peu une perception de ce que tous les autistes vivent. Avant de parler du spectre, la façon différente d'être autiste, il y a quelque chose oui, de similaire au niveau handicap, au niveau euh, compétences particulières. Voilà, oui, oui. Alors, il y a des autistes qui n'ont pas ces problèmes cohérence centrale. de cohérence centrale, Mhm. euh, donc, mais par contre, ont plus d'autres choses dans d'autres domaines. C'est ça qui est compliqué avec l'autisme, c'est Ouais. que justement, chaque autiste est différent. Enfin, Voilà, bon, bah alors c'est presque impossible de dire qu'est-ce qui est la même chose pour tous. Disons que la même chose pour tous, c'est une atypie liée à quand même une intensité. euh, une Une at- manière de décrypter, décoder le monde extérieur et parfois interne aussi, qui est atypique. Euh, oui, Pas dire je comment, le dirais plus comme ça. Hmm. pas dire qu'est-ce qui fait que c'est atypique. Et on précise pas parce que chez certaines personnes, ça peut être justement l'intensité qui est différente. Chez d'autres, ça peut être une hypoesthésie, des perceptions moins grandes, par exemple, de ses propres émotions ou des émotions des autres du froid ou de la douleur. Tu vois, des fois, c'est une Oui, c'est hyposensibilité ça. aussi. Donc c'est hypo ou hyper. Oui, d'accord. Oui,
oui. Mais on peut pas juste dire c'est une atypie, parce que sinon tout le monde est autiste. Tous les gens atypiques sont autistes. Il y a quand même quelque chose propre à l'autisme. Oui, oui, mais là, on revient aux classifications des maladies mentales. On est un peu obligé quand même. C'est surtout dans le domaine social, relationnel. Alors maintenant, on parle aussi du sensoriel, ce qui est hyper important parce que c'est vraiment rare des autistes qui ont aucune particularité sensorielle. C'est quand même un point commun à presque tous les autistes. Et puis, euh, et puis émotionnel et relationnel et social, c'est dans ces domaines-là surtout que euh, voilà, c'est de là que ça vient historiquement, hein, Ouais, c'est l'autisme ça. en fait. Alors, j'en viens à quelque chose d'un peu personnel dans ma façon de vivre l'autisme, c'est-à-dire que je constate, moi, parce que je connais des autistes autour de moi, que il y a effectivement des personnes au niveau relationnel, social, qui sont dans leur autisme très peu accessibles. C'est-à-dire que on a l'impression que ils n'arrivent pas à entrer vraiment en interaction. Ils parlent de leurs trucs et puis ça n'arrête pas. Et puis ils s'intéressent pas vraiment à si l'autre s'intéresse à ce qu'ils disent ou pas et à interagir. Donc c'est très difficile de rester en dialogue et en lien. Néanmoins, pour des personnes qui ont très envie du lien, qui ont acquis les codes ou qui ont plus de capacité, j'en sais rien, comme moi, c'est tout à fait possible d'entrer en lien. Mais par contre, je dois m'adapter à des personnes très neurotypiques et je me sens pas toujours bien, ou ça m'ennuie, ou c'est difficile de rester longtemps en interaction avec des personnes comme ça. Alors qu'avec des personnes autistes, je me sens complètement comme un poisson dans l'eau. Et donc là, il n'y a pas de problème d'interaction sociale. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, c'est pour ça que c'est très important de pas dire trouble, parce que c'est très relatif. Euh, mais bon, pour l'instant, ça s'appelle TSA, ça va pas changer tout de suite. Donc, Ok, donc là, mais il y a des gens qui préfèrent parler d'autisme, parce que il n'y a pas le mot trouble dedans. ouais. Donc il faut aussi qu'on parle de troubles, mais on allait parler du spectre. Tu voulais Oui. dire dans le... est-ce que tu as besoin de parler du DSM ou bien tu veux tout de suite dire comment toi tu vois le spectre, comme tu veux. Bah, peut-être que ce qui est important, c'est que, parce qu'on, comme il faut énormément tenir compte des phénomènes d'adaptation, de compensation et d'adaptation, voire de suradaptation. Il faut vraiment en tenir compte. Et maintenant, pour la première fois dans le DSM-5, c'est mentionné dans les critères diagnostiques. Parce que ce qui est compliqué, c'est que pour avoir le diagnostic, il faut quand même avoir un certain handicap Oui, dans sinon ça l'environnement sert dans à lequel rien. on est au moment où on fait le test. Ouais. Donc, si l'environnement est vraiment pas compatible avec la personne, ben, il y a beaucoup de souffrance et les symptômes ressortent et on peut voir le diagnostic. Si l'environnement change, il y aura l'adaptation qui se fera à cet environnement qui est pas, qui dépasse pas les capacités d'adaptation de la personne et peut-être qu'on verra plus le TSA. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on est en ce moment dans les classifications internationales, on est entre poser le diagnostic en fonction du handicap, mais quand même aussi tenir compte de la suradaptation. Parce que suivant l'environnement dans lequel est la personne et suivant l'évolution aussi, comme je disais la dernière fois, parce que à force de faire les choses, il y a des choses qui peuvent devenir automatiques et on peut perdre certains symptômes qu'on avait avant. Euh, Ça, c'est, tu retiens ce que tu voulais dire parce que c'est très important ce que tu dis ça. Et j'ai eu aussi un commentaire là-dessus. Je crois que c'était Muriel aussi qui disait que, euh, enfin, on se posait la question ensemble en discutant. Est-ce que vraiment une personne autiste peut évoluer au point de pouvoir acquérir des compétences sans surcompenser? oui, oui, oui. Bah, ma réponse, elle est oui. Parce que j'ai vécu, enfin, j'ai, j'ai eu des situations comme ça. J'ai pu voir que
pour certains symptômes, ça peut dire que le cerveau change et qu'on n'a plus le même cerveau et qu'on n'est plus autiste, hein. On a toujours les qualités autistiques qui restent, hein. Mais il y a certains symptômes, par exemple, ça peut être à qui on doit dire bonjour comment. Pour les enfants autistes et pour certains adultes, c'est très difficile de savoir comment on doit dire bonjour suivant le contexte, suivant la personne, la hiérarchie. Enfin, c'est vraiment compliqué. Mais ça, c'est une compétence qui peut s'acquérir et qui peut devenir absolument automatique. Waouh. Chez des personnes qui sont autistes et qui n'y arrivent pas du tout dans l'enfance, ben, à force de s'entraîner, elles finissent par comprendre. Au début, c'est intellectuel un peu, ah oui, parce que ta, ta, ta. Puis au bout d'un moment, c'est automatisé. Et Ok. donc, le symptôme disparaît. Il n'y a plus ce symptôme-là de l'incapacité de dire bonjour de manière adéquate en fonction des contextes et des personnes. Il y a l'adaptation, la suradaptation, il y a la plasticité neuronale, il y a les stratégies de compensation, il y a les stratégies d'évitement. Euh, voilà, tout ça fait que selon les circonstances, il y aura des symptômes ou pas, ou Mhm. certains symptômes seront là, mais peut-être pas les autres, etc. Donc Oui, c'est vraiment, si on peut tenir compte de tout ça dans la nuance, on arrive mieux à aider les personnes, à les comprendre, à les diagnostiquer s'il y a besoin pour des raisons assucurologiques ou quoi, et puis à les aider surtout. oui. Ce qui est vrai, ce qui est compliqué, on disait dans la première vidéo, c'est que une personne extérieure ne peut que poser des conclusions sur base de ce qu'elle voit et donc les symptômes, et elle n'est pas dans la tête de ce que vit la personne. Non, 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 mais je suis pas d'accord là, parce que quand on est psy, on s'intéresse surtout à ce qu'il y a dans la tête, Ah oui, et puis on pose des questions, et parfois on voit des symptômes, et on s'interroge sur ce qui pourrait y avoir derrière, pourquoi il y a ce symptôme. ok, C'est ça qui est important. Je veux dire, au début, on disait l'autisme, c'est des gens qui sont pas dans l'interaction, qui sont dans leur monde, qui se balancent, etc. Mais maintenant, on s'intéresse quand même beaucoup plus à pourquoi la personne a ce symptôme-là et qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Enfin, ok, ok, c'est ok, ça, ok. c'est ça qui est important, D'accord. quand même. Sinon, c'est trop facile. Ok. Oui, Alors, donc, pour la question du spectre, qu'est-ce qu'il en est par rapport à autisme de haut, de bas niveau, autisme léger, sévère, autiste, les niveaux de capacité d'autonomie un, 2, 3, toutes ces trucs. oui, oui. Alors maintenant, on dit plus autisme de haut niveau parce que ça donne, enfin, on ne sait pas si c'est parce que l'autisme est sévère ou si c'est parce que l'intelligence est très élevée ou, enfin, c'est pas très clair comme appellation. Donc, on n'utilise plus cette appellation, mais on utilise, on dit s'il y a un déficit intellectuel ou pas. On dit si c'est un autisme verbal ou pas, et on dit si on parle de niveau d'autonomie et de besoin d'aide en fait. Plus le besoin d'aide est important, euh, plus enfin voilà, c'est Ouais, ça les niveaux dont on parle. Et ça je trouve que c'est assez c'est bien. ouais, Et puis ça peut varier un peu dans le temps, mais à un ouais. moment donné, on peut dire ben voilà, c'est un autisme euh, avec un tel besoin d'aide. C'est ça. Special need high ou bien low. Voilà, exactement. Et donc, sur le spectre, quand on parle de spectre, on parle pas forcément des façons d'être autiste. Par exemple, quand on disait autiste chaud, autiste froid, et euh, Non, non, on parle aussi de, par exemple, il y a des personnes qui ont des problèmes sensoriels majeurs, des hypersensibilités sensorielles qui les mettent très vite en surcharge, mais qui ont aucun problème, ou presque pas de problème de cohérence centrale. Euh, ou alors des personnes qui, au niveau de la réciprocité sociale, se débrouillent pas trop mal, mais ont une cohérence centrale tellement catastrophique que alors une intelligence peut-être globalement dans la norme ou même supérieure, mais une cohérence centrale catastrophique, ce qui fait que elles comprendront pas des choses toutes simples des fois. ouais.
Et les fonctions exécutives sont compliquées parce que, Aussi, parfois, alors il y a le TDAH et le TSA qui peuvent toucher les fonctions exécutives, puisque en fait, c'est des diagnostics cousins, voire frères, hein, hmm, voire jumeaux. ok. Hmm. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Par rapport au spectre, Oui. le spectre, ça fait un peu peur. Hmm. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est intéressant comme nom parce que c'est un mot euh, on parle du spectre des couleurs, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que ça peut faire peur et puis je trouve que ça c'est un thème intéressant par rapport au TSA. Le TSA, ça fait peur à beaucoup de gens et c'est pour ça qu'il y a des réactions euh, parfois agressives ou très négatives par rapport au TSA. Ben, encore hier, moi je discutais avec des collègues et puis une collègue me disait, ben, c'est un truc à la mode, quoi. Enfin, pour moi, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de ce qu'on comprend pas, ce avec quoi on sait pas quoi faire, on sait pas le prendre en compte dans notre travail de professionnel. Ça nous remet en question professionnellement. Euh, et donc, on a peur. Et il y a beaucoup de psys qui ont un peu peur de ces choses-là. Et dans la population générale, il y a des gens qui ont peur. Il y a des parents qui ont peur de l'autisme de leur enfant, etc. Enfin, Oui, ou on peut avoir oui, peur oui. de son propre autisme. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'en viens à un des commentaires qui m'a aussi beaucoup ému suite à notre premier échange, qui est que certains professionnels pensent que même le nouveau-né autiste est plus négligé, rejeté, parce qu'il est différent. Il n'arrive pas à suffisamment capter l'attention et l'affection des autres, et il peut déjà commencer à vivre des maltraitances de négligence tout petit. Et alors, ce qu'elle disait, cette personne, c'est que ensuite ces gens-là continuent dans la maltraitance à répétition à l'école, etc. Puis se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques où on va les considérer pour leur, peut-être pour leur trauma. Mais en fait, elle se demandait, comme infirmière, je crois, s'il n'y a pas une majorité de gens neurodivergents, voire autistes, dans les hôpitaux psychiatriques qu'on traite pas de la Absolument. bonne façon, parce que Oui. d'abord on les infantilise, Mm. on les dénigre un peu en disant bah, les pauvres ils sont malades, ou bien alors on les traite par rapport à leur trauma, alors qu'en fait on passe Mm. peut-être à côté de la cause principale. Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est un mélange, hein. C'est pas seulement parce qu'ils n'arrivent pas à capter l'attention, ces petits bébés, c'est aussi parce que euh, comme il y a un manque de réciprocité, il y a un manque de capacité à donner de la gratitude. Ouais. Et les nouveau-nés sont, comme dit le pédiatre qui est devenu psychanalyste Donald Winnicott, sont des mettent leurs parents en esclavage, sont des vampires. Enfin, un peu, il y a ce côté-là, c'est-à-dire ça demande tellement d'attention, Mm. d'énergie, de temps, de dévotion, et s'il n'y a pas du tout de réciprocité pour les parents, c'est très difficile. C'est des nouveau-nés qui sont, il faut dire, ils sont plus difficiles à aimer parfois. Ouais. Et ça, c'est très dur, mais c'est vrai. Mm. Et, euh, et c'est la faute de personne. C'est ni la faute du Mm. nouveau-né, ni la faute des parents. Et puis, en plus, c'est des nouveau-nés qui, s'ils sont autistes, ils ont souvent des parents autistes eux-mêmes. Et les parents autistes, parfois eux-mêmes, ont aussi des difficultés à, euh, à décrypter, décoder les besoins et les émotions de l'autre, et donc de leur nouveau-né aussi, ont un seuil de tolérance aux pleurs qui est parfois beaucoup plus bas, et donc sont plus à risque aussi quand il y a des problèmes, des surcharges émotionnelles, de réagir soit dans l'évitement, soit du lien, soit être dans l'agression. Donc, c'est des nouveau-nés qui ont aussi Alors, c'est pas pour dire que les parents avec TSA sont des mauvais parents, du tout, mais il y a ces risques-là. Et Mm. moi, je dis souvent, parce que ça c'est vraiment important, je dis souvent aux parents d'enfants avec TSA qui ont eux-mêmes un TSA, qui se culpabilisent beaucoup en disant, mais
mais comment est-ce que je peux... c'est plus difficile pour moi, du coup, je me sens coupable, en plus, j'ai un TSA, donc le pauvre, etc. Moi, je leur dis beaucoup, mais si vous aviez pas de TSA, ou en tout cas, si vous étiez neurotypique, vous pourriez même pas comprendre le fonctionnement de votre enfant. Et Mhm. ça, c'est le plus important. C'est qu'un parent avec TSA, il a il a souvent beaucoup plus d'amour que s'il n'avait pas de TSA pour son enfant qui fonctionne un peu comme lui. Enfin, il y a une connivence, il y a une, ouais, une manière de comprendre l'enfant qui est quand même extrêmement précieuse et c'est ça qui est le plus important. Par contre, il y a parfois bah, des débordements, parfois soit de l'évitement et de la coupure du lien, soit des Ouais. réactions agressives. Ça peut arriver, disons. Mais il y a plus de risques, donc, chez ces enfants, d'être maltraités déjà même euh, au niveau familial. Et c'est la faute ni de l'enfant, ni des parents. Chacun fait comme il peut. Et puis après, évidemment, à l'école, ça se perpétue. Ça, c'est un des symptômes les plus fréquents. Et c'est souvent, moi, je vois dans les entretiens avec les patients avec TSA, quand on parle de harcèlement, de mobbing scolaire, etc., c'est souvent ça qui les a fait le plus souffrir. Et c'est ça qui fait venir les larmes. C'est vraiment quelque chose qui est complètement traumatique. Ouais. Oui, parce Mm. que ça peut être l'inverse. Enfin, je prêche un petit peu pour ma chapelle peut-être, c'est-à-dire que, en tout cas pour moi, avec mon fils TSA qui était en phobie scolaire, je me suis Mm. sentie grandement maltraitée par les professionnels qui ne comprenaient pas, qui ne voulaient pas comprendre, qui n'entendaient pas, qui passaient à côté. Et en suivant mon intuition de mère, je me suis rendu compte que j'apportais à mon fils en fait ce qu'il lui fallait, c'est-à-dire en le sortant de l'école, alors que tout le monde disait que si je faisais ça, ce serait de la maltraitance, c'était le contraire. Et je le sentais et je me faisais pas confiance parce que j'écoutais les professionnels. Mais en fait, il était très symbiotique, justement, comme un Mm. enfant autiste. Et quelque part aussi, je pouvais lui offrir ça. Il avait besoin de la bulle de la maman, en fait. Et maintenant, il en a plus besoin parce qu'il a eu suffisamment. Mais à ce moment-là, effectivement, les psys pouvaient dire vous êtes trop accroché à votre fils et je me culpabilisais, alors qu'en fait, c'était son besoin vraiment spécifique, Oui, lui, oui, du moment. Et tout à j'arrivais à fait. lui donner parce que autant dans l'autisme, il y a de l'hypo ou de l'hyper, mais il peut y avoir aussi de l'hyper dans la capacité d'envelopper, je sais pas, de la symbiose, justement, qui est nécessaire. Mhm. Oui, 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 ça devient presque, alors on dirait un intérêt spécifique ou ça devient juste de pouvoir vraiment on arrive à faire la bulle beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup, enfin, il y a des autistes qui n'arrivent pas à faire la bulle, mais il y en a qui arrivent et les neurotypiques, ils ont beaucoup plus de peine, hein, à se mettre en état de conscience modifié, à se mettre en auto-hypnose, à faire la bulle comme ça par rapport au monde extérieur. Pour eux, c'est plus difficile. Les autistes arrivent beaucoup mieux. Mais c'est magnifique, ton récit, parce que c'est vrai que ça, c'est tellement fréquent. Les parents qui comprennent leur enfant, qui sentent, parce qu'ils ont vécu des choses similaires parfois, et où ils ont des traits un peu similaires, Et ils ils sont, sentent la souffrance de l'enfant, ils sentent d'où ça vient, et ils savent exactement ce qu'il faut à l'enfant. Et parfois, la société est tellement maltraitante, et puis parfois ils craquent, et puis ils cèdent aux pressions de la société. Mais parfois, ils arrivent à tenir bon malgré tout et c'est magnifique parce que c'est ça qui sauve les enfants, en tout cas qui diminue leur souffrance. Ouais. oui, 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 oui. Ok. Euh, et donc là, on a fini sur le spectre. On parle des troubles. Oui, Ok. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que il peut y avoir, on utilise le mot trouble pour plein de choses. On utilise le mot trouble pour tout ce qui est neurodéveloppemental, les troubles de, on dit troubles de l'humeur, troubles anxieux et tout ça. Il y a des troubles de personnalité, il y a des troubles, troubles des apprentissages, et ça n'a pas forcément grand-chose à voir. C'est parfois comment le cerveau fonctionne, comment l'humeur fonctionne, comment, bref, tout ça est classé quand même dans le DSM apparemment, mais comment distinguer les divers troubles et pourquoi l'autisme est un trouble et pourquoi il pourrait ne plus l'être. Enfin voilà, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est ça, toutes les questions.
Parce que, alors juste, il y a une chose quand même peut-être importante à dire, c'est que en psychiatrie adulte, l'immense majorité des psychiatres connaissent pas le TSA. Ou disent, ah oui, il y a des séquelles de troubles envahissants du développement, qui est, voilà, un vieux terme pour parler du TSA. Euh, et puis, des séquelles, et puis c'est comme si, voilà, il y a des petits restes, mais bon, on peut plus rien faire. De toute façon, c'est génétique, on peut rien faire. Donc, il n'y a pas une prise en compte du TSA dans leur traitement, même dans leur diagnostic. Ouais. Donc, en fait, bah, ça revient à ce que disait mon collègue euh, hier. En fait, on pensait que c'était un TSA, mais en fait, c'est des troubles de personnalité schizoïdes. Et où moi, je lui ai dit, mais maintenant, ça n'existe plus. Dans le DSM-5, ça n'existe plus, le trouble de personnalité schizoïde. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce qu'on appelait trouble de personnalité schizoïde, bah, généralement, c'est des autistes. Donc, il faut les traiter pour leur autisme, puisque le trouble de personnalité schizoïde n'a pas de traitement. Euh, En fait, c'est euh, comme si on est, parce que là, tu as donc lui, il a inversé, toi, tu as remis oui, dans l'ordre, mais c'est comme si on voulait effacer un peu l'autisme. C'est fou ce que ça dérange, l'autisme, en fait. C'est plus c'est-à-dire facile. tout, on parle de l'autisme, mais c'est toutes les neurodivergences, en fait. Ouais. Le TDAH, la dyspraxie, la dysphasie. Donc ça, c'est les troubles de l'apprentissage. Oui, et tout ça, c'est neurologique. Hmm. Et en fait, ben, l'interface entre neurologie et psychiatrie, elle est hyper importante. C'est-à-dire que si on a des problèmes neurologiques, il y a des répercussions psychologiques souvent. Donc, on peut pas dire, ben voilà, c'est un trouble neurologique et on va juste s'occuper des problèmes neurologiques parce que c'est dommage de pas aussi s'occuper de toutes les répercussions sur le quotidien, sur les émotions, sur le moral, les traumas, etc. Donc, c'est contre ça que moi, j'ai envie de lutter un peu, hein. C'est ce clivage entre le neurologique et le psychologique, et psychiatrique. Il faut pouvoir mettre ça ensemble. C'est pour ça que les pays où la formation est neuropsychiatrique, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, Julie Daché, dans une de ses vidéos, elle raconte que elle avait une grand-mère ouais, une grand-mère, je crois, qui était épileptique qui avait une sœur épileptique qui était en hôpital psychiatrique et qui a fini par se suicider parce qu'à l'époque, on pensait que l'épilepsie était un problème psychiatrique. Puis après, on a découvert que c'était un problème neurologique. Puis en fait, on est dans le même genre de mouvement avec le TSA, c'est-à-dire maintenant, il faut vraiment parler du TSA, il faut former les psychiatres pour adultes au TSA, il faut qu'ils en tiennent compte. Mais le TSA et toutes les neurodivergences, parce que ça engendre beaucoup de souffrance et ça amène en consultation et ça engendre des crises émotionnelles, etc. Et on doit pouvoir comprendre la Oui. source. C'est intéressant parce que en même temps, il faut distinguer le neurologique et le psychiatrique parce que sinon, on va essayer de traiter psychiatriquement au niveau des traumas quelque chose qui est en fait neurologique, donc c'est pas les mêmes soins. Et en même temps, il faut savoir les rassembler parce que les problèmes neurologiques créent des problèmes psychiatriques et que les uns vont avec les autres. Mm. Donc il y a une distinction pour savoir quels soins apporter et il y a un rassemblage nécessaire pour aussi apporter les soins qu'il faut. Exactement. C'est un peu comme la distinction entre le corps et l'esprit. Il faut Oui, c'est ça. savoir qu'est-ce Oui, qui vient de l'esprit, qu'est-ce qui vient du corps, mais en même temps, on est un, et donc tout est lié. absolument, exactement, exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Et par exemple, les psychiatres sont quand même formés pour s'occuper, pour supporter, s'occuper, traiter la souffrance psychique. Les neurologues, ils sont pas formés pour ça. Mhm. Et quand il y a un TSA, suivant les événements de vie, les périodes de développement, etc., il y a des moments où il y a une très forte souffrance psychique. Donc, il y a besoin, voilà, il y a besoin des deux, vraiment, je pense. Oui, c'est très intéressant ça. Et donc,
par exemple, dans tout ce qui est trouble de personnalité, ça, c'est pas neurologique. Ou bien c'est aussi neurologique, mais d'abord, du Mais coup, troubles de personnalité, ça, c'est des classifications qui ont été inventées, enfin, toutes les classifications ont été inventées, forcément, qui ont été inventées pour décrire certaines manières d'être de certaines personnes. Donc, en fait, pas seulement mais manière c'est d'être. ce qu'on observe, c'est basé sur des symptômes qu'on peut observer, et c'est pas du tout basé sur le fonctionnement, ce qu'il y a derrière, en fait. D'accord. Donc, c'est des manières d'être, mais problématiques, qui causent Oui, problème, oui. qu'on observe et qui ne parlent pas de la neurologie. Et maintenant, on sait que, en fait, souvent, les gens qui ont un trouble de personnalité borderline ont probablement, enfin, on sait. Euh, Moi, je sais, mais il y a Je beaucoup de pense psys que... qui sont dans Ouais, le déni de ça, hein, mais moi, je sais que les gens qui ont des troubles de personnalité borderline ont souvent un TSA sous-jacent et des traumatismes surajoutés. ouais, Des d'accord. traumatismes de l'attachement précoce, des relations précoces et des traumatismes parfois gravissimes surajoutés, ce qui provoque ce trouble de personnalité borderline. Mhm. Et en fait, les psychiatres pour adultes voient bien les traumatismes, mais traitent pas toujours la condition neurologique préalable, en fait. Ouais. Donc, en fait, les traitements des troubles de personnalité borderline, en fait, on peut presque faire un copier-coller avec les traitements du TSA. Mhm. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait aussi résoudre ce clivage entre pédopsychiatrie et psychiatrie adulte. Parce que les gens qui ont un TSA, ils le perdent pas à 18 ans, cling, comme ça, magiquement. Donc, Devenir borderline. oui, mais oui, c'est ça qui se passe. Oui. Horrible. Ok. Tu as dit que le trouble de personnalité schizoïde n'existait plus. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, 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 bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le DSM-5, les experts ont voulu enlever tous les troubles de personnalité du DSM, puisque c'est basé seulement sur des symptômes observés, mais pas sur des origines qui peuvent être décrites. Voilà. Puis comme la plupart des gens avec les troubles de personnalité avaient en fait d'autres euh, problèmes comme le trouble de personnalité schizoïde, c'était en fait des autistes, schizotypique aussi, c'était des autistes. Donc finalement ils se sont dit, bah, on les enlève, tous ces troubles de personnalité, c'est juste une invention pour décrire certaines manières d'être de certaines personnes qui ont en fait d'autres diagnostics. Et puis pour le trouble de personnalité borderline, il y a eu tellement de réactions des communautés de borderline qui se reconnaissent là-dedans parce qu'en fait, quand les gens autistes, quand on leur dit enfin on leur donne enfin un diagnostic, on leur dit voilà, c'est ça que vous avez, et ils peuvent enfin rencontrer des gens qui ont le même fonctionnement, etc. On leur dit c'est borderline, mais c'est égal. Pour eux, ben voilà, enfin, ils s'identifient à ça. Ils se disent, ben voilà, je rencontre des gens qui sont comme moi et on me propose un traitement qui marche, etc. Ben alors, on voulait pas leur enlever ça. Ça va prendre du temps jusqu'à ce que ce soit enlevé et puis qu'on mette TSA, plus ou moins trauma, en fait, comme Oui. diagnostic. Et ça, c'est controversé ou oui, c'est ça, c'est controversé. Mais je veux dire, parmi les professionnels, il y a des. Alors, il y a beaucoup, la plupart de mes collègues savent pas encore bien que les troubles de personnalité ont disparu du DSM-5, à part le trouble de personnalité borderline. Donc, la plupart, ils le savent pas encore. Donc, les mentalités mettent du temps à évoluer. Donc, ouais. Alors, Séverine, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as envie de conclure quelque chose d'important pour toi? J'ai pas forcément un message particulièrement important à dire. Mais si ce n'est que j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu du plaisir dans nos échanges, donc merci beaucoup. Et j'ai trouvé que vous faites un super travail de montage, Mhm. etc.
Et puis j'ai eu du plaisir à t'entendre me raconter les commentaires. Mhm. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Oui, j'ai pas fait part de tous les commentaires parce qu'il y en a un en particulier qui disait qu'il avait besoin de parler de tout ce qui est solution pour vivre bien comme autisme, mais je pense que ça vaut une vidéo en soi. Ah bah génial! Donc, Ah bah oui, bien sûr! bah oui, partie Oui, 3. oui, 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 Ok, génial, avec plaisir. super. À la prochaine, Séverine. À la prochaine, merci. De rien.